Bonsoir, je suis enchanté que Emmanuel de Maresquiel ait accepté de venir ce soir. Vous le connaissez tous, vous connaissez le succès qu'a remporté son Talleyrand. Vous avez sans doute lu aussi son Fouché. C'est à propos de Fouché justement que l'idée m'est venue qu'il pourrait parler ici. C'est à propos de cette petite anecdote que tu donnes en début de ton ouvrage, d'une vieille dame qui tenait... Oui, mais elle la raconte pas parce que c'est la seule chose que je peux raconter ce soir. Donc je n'en dirai pas davantage, mais peut-être avez-vous lu ce livre, et j'ai trouvé que cette anecdote était extrêmement éclairante, à la fois sur les chemins de Damas archivistiques, les découvertes qui peuvent se faire, et le plaisir qui peut en résulter, et pour finir, les avantages scientifiques certains qui en résultent. Alors dans ces conditions, je me tais, c'était bien prévu comme ça, et je laisse la parole à Emmanuel de Maresquiel. Merci. Je vais me mettre en face. Comme tu veux. Oui, c'est une petite conférence c'est même pas une conférence d'ailleurs, je sais pas comment on va appeler ça, très informelle, parce que Jean-Michel, c'est un très joli sujet, le plaisir de l'archive, qu'elle soit inédite ou pas d'ailleurs, mais je vais y aller à la bibaude, comme on dit en termes de vénerie, c'est-à-dire que je dis ça pour Jean-Michel, je n'ai pas fait le pied avant avant le départ de l'équipage. J'ai envie de commencer par des propos peut-être un peu graves et qui tiennent certainement à la personnalité de l'historien, en tout cas peut-être à la mienne. Il y a un livre dont j'ai oublié l'auteur d'ailleurs, dont le titre est Notre désir de consolation est impossible à assouvir. C'est peut-être ça qui fait courir l'historien derrière ses archives. C'est peut-être cette angoisse que l'historien éprouve pour l'exil. On dit que partir en exil, c'est laisser son corps en arrière. Pour moi, partir en exil, c'est laisser son esprit en arrière. Et précisément, cette obsession du temps, cette obsession de la continuité, cette obsession des mémoires, est un exutoire, sans doute. En tout cas, moi, je le vis comme ça, à l'angoisse du temps, à la sensibilité très particulière qu'à mon sens, l'historien a vis-à-vis du temps. On ne peut pas être historien sans avoir cette sensibilité particulière, des rapports qui peuvent exister entre le passé, le présent et l'avenir. C'est quelque chose de très particulier, je pense que tout historien qui se respecte éprouve. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est cette angoisse du temps présent dans lequel on est, non pas qu'on essaye de s'en échapper, mais qu'on essaye à la fois d'entrer dans le labyrinthe des sources et des archives du passé et de les comprendre et de les mettre en rapport ou de créer ou de comprendre les liens qui peuvent exister entre le passé et le présent. Ce labyrinthe-là, et ça sera la deuxième idée de cette introduction peut-être, ce labyrinthe-là, il est fait de traces. Je crois que ce mot de trace, il s'agit bien toujours d'archives, hein. Ce mot de trace est essentiel, hein, pour qui veut comprendre le plaisir que peut éprouver l'historien par rapport à ses archives. Il y a une phrase, un bout de poème d'André Breton, je crois que c'est dans un recueil qui s'appelle Clair de terre, que j'aime beaucoup, et qui dit à peu près ceci: elles gisent encore là les traces de l'étincelante armure. J'aime beaucoup ce vers parce que je trouve qu'il est habité, il devrait être habité par l'historien. J'ai toujours aimé, personnellement, depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, le double littéraire de ces personnages que l'on découvre au fur et à mesure à la recherche, en étant à la recherche de leurs traces. J'ai toujours aimé ces romans des traces. Je pense à un livre que j'ai relu récemment, qui est le
le petit Dora Bruder de Patrick Modiano, qui commence par cette coupure de presse que Modiano lit par hasard dans un journal qu'il retrouve de 1941, qui est une demande de renseignements sur une jeune fille, Dora Bruder, qui a disparu, et à partir de cette archive infinitésimale, Modiano remonte progressivement le temps et donne progressivement consistance à ce personnage qui n'avait au départ que la minceur d'un papier à cigarette. Ça m'émeut toujours. Et au fond, si on transpose ça du côté de la recherche, du travail de l'historien, on est, du point de vue du climat, du point de vue de l'atmosphère, on est dans un même univers. C'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'il y a une part absolument littéraire dans le travail de l'historien. Je pense aussi à un autre roman, tant qu'à faire, autant vous parler des romans que j'ai aimés, que j'ai lus avec un immense plaisir autour de cette idée de trace. Je pense à ce roman de Henry James qui s'appelle Jeffrey Aspen's Papers, les papiers de Jeffrey Aspen. Je ne sais pas si vous avez lu ou eu l'occasion de lire ce... Oui, je vois qu'il y a une personne dans le fond de la salle qui connaît le roman. Henry James est un romancier américain de la fin du 19e siècle. Il a écrit un grand roman qui s'appelle The Turn of the Screw, le tour de vis, qui est un roman qui est au bord de la parapsychologie. Mais dans Jeffrey Aspen's Papers, on a un narrateur qui est un jeune chercheur américain qui travaille et qui écrit sa thèse sur un grand poète américain qui est mort une vingtaine d'années avant qu'il ne commence le travail de cette thèse, et qui est mort à Venise, et dont il apprend que sa dernière maîtresse, qui est devenue une femme très âgée, vit dans un palais à Venise et posséderait la totalité, la dernière correspondance qu'on puisse trouver, correspondance amoureuse de ce poète avec cette dame. Et toute l'histoire de Jeffrey Aspen's Papers, c'est l'histoire de cette quête qui le conduit d'ailleurs à des attitudes, à des tentatives amoureuses, notamment avec la gouvernante de cette vieille dame, de cette ancienne maîtresse du poète, qui sont à la limite de non pas du ridicule, mais du désespoir dans un sens. Tout ça pour mettre la main sur ces fameuses lettres d'amour. Et le roman se termine par le fait que le jeune chercheur a été trop loin et que la vieille maîtresse très âgée a fini par décider de brûler la totalité de sa correspondance, et le roman se termine par cette phrase: quand je pense à ces lettres, je considère que je serai malheureux toute ma vie. Et c'est ça, c'est ça la quête de l'historien, c'est cette espèce d'obsession que nous pouvons avoir, c'est véritablement une obsession qui nous habite jour et nuit, que nous pouvons avoir de ces traces. Alors, avant de vous parler de l'expérience qui a été la mienne autour de cette quête, parce que vous savez, le métier d'historien, c'est un métier de chasseur ou un métier de policier. Il y a toujours une sorte de Nestor Burma qui sommeille en nous, lorsque nous partons en voyage. C'est une forme de voyage dans le temps, cette quête à la recherche de nos sources et de nos archives. Mais avant de vous parler de donner quelques exemples de mon expérience personnelle, je voudrais tout de même vous dire plusieurs choses qui relèvent plus de l'établi et de la méthode et du travail même de l'historien autour de cette notion d'archive, parce que c'est important. D'abord, je voudrais commencer par vous dire que l'archive inédite n'est pas forcément essentielle à la réalisation d'un travail dans les rapports que l'historien entretient avec son objet, que très souvent et bien souvent, et j'en ai fait l'expérience, il suffit de relire des archives qui ont déjà été utilisées par d'autres, mais on sait que l'historien n'est pas dans une tour d'ivoire, que l'historien exerce sa lecture critique de l'archive avec sa sensibilité, avec ses origines propres, je dirais, dans son climat personnel, et qu'il n'aura, avec son questionnement aussi, qui n'est pas forcément le même
que le questionnement de son prédécesseur. On ne pose pas les mêmes questions à son personnage pour un biographe ou à son sujet pour un essayiste au début du XXIe siècle qu'on ne les posait en 1945 entre les deux guerres ou au début du XXe siècle. Ça m'est arrivé, je l'ai constaté à de nombreuses reprises, menant mes recherches sur Talleyrand, sur Richelieu, sur Fouché, sur Félicite Fauveau ou sur d'autres personnages, mais aussi sur des époques comme les 100 jours ou d'autres encore. Donc ça c'est une évidence. Il suffit donc bien souvent de relire des archives qui ont été publiées, des sources imprimées, comme on le dit dans notre jargon, pour en avoir une lecture différente et un usage différent par rapport au questionnement qui a été le nôtre dans, je dirais, le principe de construction du travail qui sera le nôtre. La construction, l'histoire évidemment n'est pas quelque chose de donné, comme vous le savez, l'histoire est une construction. Les discours qui disent le vrai de l'histoire ne sont pas la vérité historique. J'enfonce une porte ouverte en vous disant que l'historien est un peu comme le promeneur solitaire des lacs écossais, assis au bord du lac et attendant désespérément que le monstre du Loch Ness sorte des eaux. Bien entendu, on court sans cesse après cette vérité historique, et précisément, ce sont ces paradoxes, ce sont ces contradictions des archives qui sont contenues et qui sont révélées par l'analyse que l'historien peut faire de ces archives. Avant de parler du plaisir, mais je dirais qu'on est déjà dans le plaisir parce qu'on est dans une sorte de plaisir intellectuel de l'archive. Les archives, la source de l'historien, c'est le temps. Et ce sont les rapports au temps. Et le questionnement que doit avoir l'historien par rapport à ces archives, c'est cette question du temps. Je précise et je vous donne les différents éléments qui peuvent nous amener à procéder à une analyse critique de ces sources. D'abord, les sources, évidemment, sont de nature très différente. Il peut y avoir des sources sérielles chères aux adeptes de l'école des annales, des sources administratives, il peut y avoir des sources publiques, je pense à des rapports de police par exemple, s'agissant de Fouché. Il peut y avoir des sources dites de l'intimité, c'est-à-dire des lettres qui sont destinées, qui ne sont pas destinées à être lues par le public, mais qui sont destinées à l'intimité, plus ou moins grande d'ailleurs, d'un cercle familial ou d'un cercle d'amis. On sait que par exemple les lettres de Chateaubriand à Madame de Duras étaient destinées à être lues, que Chateaubriand était très heureux de savoir que ces lettres étaient lues dans un cercle de familiers un peu plus important que celui de la destinataire singulière de la lettre. Mais il y a, en fonction de la personne à qui on s'adresse, il y a évidemment une infinité, une très grande variété d'intentions d'écriture au cœur même de la source que nous allons lire. Ça, c'est un premier élément. Avoir cette attention par rapport à la nature de la source sur laquelle nous allons travailler et que nous allons avoir entre les mains. Le deuxième élément, c'est le temps de la source. Et ça, pour moi, ça a toujours été au cœur du problème de l'historien et au cœur du travail et de la recherche historique. Quel est le temps de la source par rapport au temps de l'événement que rapporte cette source? Il est absolument évident que le sujet de la source ne racontera pas la même chose et ne le racontera pas de la même façon s'il écrit une lettre qui est contemporaine de l'événement qui est rapporté dans cette lettre, s'il écrit son journal qui est adressé à lui-même et qui peut être rédigé quelques jours après cet événement, ou s'il écrit ses mémoires, où il se remémore 20, 30 ou 40 ans après l'événement, cet événement, avec évidemment un phénomène de recomposition de soi dans le temps, dans cet espace de temps qui sépare la production de l'événement de la production du récit qui relate cet événement dans le cadre de mémoire historique. Et ce sont ces diffractions, ce sont ces déformations de temps auxquelles l'historien doit s'intéresser. Quand on écrit ses mémoires, on les écrit en général par rapport à la postérité, peut-être souvent pour se redonner une cohérence
par rapport à l'incohérence d'une vie, et nos vies sont le plus souvent incohérentes, se redonner une cohérence aux yeux de la postérité, et forcément on se recompose par rapport à la participation qui a été la nôtre face à un événement historique. Et ce sont ces phénomènes de recomposition qui doivent intéresser en tout premier lieu l'historien. C'est quelque chose de très important. Et puis il y a un troisième élément, une troisième problématique ou question que l'historien doit se poser, et je dirais que cette troisième question est peut-être même la première par rapport aux deux autres que je vous ai signalées, c'est qui est l'auteur de la source? Quel est le sujet du discours? Quel est le sujet de l'archive? Et là encore, il faut s'interroger au rapport de temps, au rapport que ce sujet de l'archive, que celui qui rédige, entretient avec le temps. On n'est pas constitué de la même façon lorsqu'on s'appelle Talleyrand ou lorsqu'on s'appelle Fouché. On sait que Fouché, homme de la Révolution, terroriste, et Jean-Michel Legnaud l'a d'ailleurs très magnifiquement écrit dans un article que j'avais lu il y a quelques années s'agissant des tombeaux de Saint-Denis. Nous sommes tous historiens conscients de cette question-là. Et on le voit avec Daesh et les monuments de Palmyre aujourd'hui, il n'y a pas de révolution sans amnésie, il n'y a pas de révolution sans damnatio memoriae, il n'y a pas de révolution sans accrochage au présent et sans une valorisation du présent par rapport au passé. Je pense à ce que disait Rabot-Saint-Étienne à la tribune de l'Assemblée nationale en 1790. Messieurs, l'histoire n'est pas notre affaire. Ce rapport de Fouché au présent induit évidemment une façon de raconter et d'écrire qui n'est absolument pas la même que les rapports que peut entretenir un autre personnage qui lui est contemporain. Donc ce n'est pas une question de génération, c'est une question, je dirais, d'univers politique, d'univers sensible, d'univers d'idéologie peut-être, qu'un personnage comme Talleyrand, qui lui conserve, ne serait-ce qu'autour de la dignité de la maison avec un grand M des Talleyrand-Périgord, conserve une relation de continuité avec le passé. Donc il faut à chaque fois se poser la question du sujet de l'archive. Qui est-il? D'où vient-il? Quelles sont ses origines sociales? Quels sont ses rapports au temps? Si on veut comprendre et analyser, je dirais, autant avec justice qu'avec justesse, le contenu même de l'archive. C'est quelque chose, à mon avis, très important. Ces confusions, ces empiètements du passé dans le présent sont continuels, et moi je les retrouve continuellement comme historien dans mes recherches dans un champ chronologique qui se situe des prémices de la Révolution française à la Révolution de 1848. Lorsque je travaillais sur les 100 jours que j'avais essayé de revoir ou de reconstruire à l'envers, selon l'expression de Walter Benjamin que j'aime beaucoup, l'historien aurait intérêt à brosser à contresens le poil trop luisant de l'histoire. Et mon idée avec les 100 jours, c'était précisément de les prendre du côté des entre guillemets vaincus de l'histoire, non pas du côté de Napoléon, du côté de cette historiographie napoléonienne abondante, surabondante sur la période des 100 jours, mais du côté de ceux qui ont tenté de résister à Napoléon, c'est-à-dire du côté à la fois des monarchistes constitutionnels, à la fois des libéraux, à la fois des ultra-royalistes tenant d'un ancien régime d'ailleurs beaucoup plus rêvé que réel. Et lorsque je découvrais dans des fonds d'archives privées des correspondances, par exemple de certains officiers de la garde royale qui partent avec Louis XVIII dans la nuit du 19 au 20 mars 1815 en direction de Lille, puis de Gand, la remise de Gand, comme disait Chateaubriand, avec un certain mépris, où Louis XVIII restera pendant 3 mois jusqu'à la bataille de Waterloo, jusqu'au 18 juin 1815,
avant de rentrer, cette fois à juste titre dans les fourgons de l'étranger, en tout cas dans les arrières de l'armée de Wellington, et de revenir à nouveau pour la seconde fois à Paris le 8 juillet 1815. Et au moment de ce départ incroyablement romantique et catastrophique, un départ de nuit, un grand effet de nuit, comme disait Gros à propos du tableau qu'il esquisse de ce départ de Louis XVIII, où il représente Louis XVIII en haut des escaliers du pavillon de Flore aux Tuileries, dans une espèce de pénombre, de demi-obscurité, comme ça, c'est très merveilleux cette scène-là. Les gardes du corps qui accompagnent Louis XVIII et qui traversent Saint-Denis pour quitter Paris par la barrière de Saint-Denis aux alentours de 11 heures du soir, racontent qu'ils se sont fait arrêter par ces fameux officiers en demi-solde qui ont été frustrés de la politique menée par la Restauration en 1814 de la réorganisation de l'armée sur un pied de paix qui a fait que quelques 40 à 50 000 officiers de l'ancienne grande armée se sont retrouvés avec la moitié de leur solde tout en devant rester à la disposition du ministère de la Guerre. Ce sont ces fameux demi-soldes qui vont se soulever les premiers, assez peu nombreux d'ailleurs, dans les faubourgs de Paris, dans la nuit du 19 au 20 mars, avant même l'arrivée de Napoléon aux Tuileries, le 20 mars au soir. Et lorsque ces gardes du corps, j'avais eu entre les mains une lettre qui racontait ça, et je reviens à cette question des chevauchements du temps qui m'intéresse tellement, ces diffractions du temps. Ce garde du corps raconte qu'il est arrêté par un groupe d'officiers en demi-solde, et il dit, alors qu'il a 22 ans, ce garçon, il dit, c'est comme ce qui s'était passé à Varennes en juin 1791. Il se remémore une scène qu'il n'a même pas connue, puisqu'il n'était pas né, ou à peine né au moment de Varennes en 1791, mais la mémoire de Varennes est telle dans les milieux royalistes en 1815, qu'elle vient littéralement bousculer, qu'elle va pervertir la réalité même de la scène qu'il est en train de vivre 25 ans plus tard en 1815. Ces effets de mémoire, ces projections de mémoire sont essentiels à étudier, à analyser pour qui veut comprendre les réactions de telle ou telle personne dans le présent de l'événement. Ce présent de l'événement ne l'est jamais en totalité, ne l'est que partiellement, car il est évidemment contaminé par les reflets du passé. C'est vraiment ces questions de reflets et de miroirs qui, en permanence, doivent attirer l'attention de l'historien dans l'analyse qu'il peut produire de ses archives. Donc voilà, ça c'est le côté établi. Et puis, pour aller un peu plus loin, et pour sortir un peu du sujet que tu m'as demandé, Jean-Michel, je dirais que ceci relève, cette analyse critique des archives que l'on a entre les mains, ceci relève, à mon avis, infiniment moins d'un travail scientifique que d'un travail artisanal. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'établi. L'historien, pour reprendre une métaphore qui relève plutôt des garages et de la mécanique que de l'histoire, l'historien passe son temps à démonter et à remonter ses sources, à démonter et à remonter ses personnages. Il passe de l'autre côté du miroir, précisément de l'autre côté de la légende ou de l'autre côté de la mémoire pour rentrer dans l'histoire. La mémoire, c'est de l'amour, la mémoire, c'est de l'amour ou c'est de la haine. Mais en tout cas, c'est pas de l'esprit critique. Alors que l'histoire, c'est de l'esprit critique, c'est de l'analyse critique et c'est de la complexité. C'est précisément pour cela que l'historien doit procéder à ces analyses que j'ai brièvement résumées, doit passer de l'autre côté du miroir et doit se poser la question du temps. Et donc, on est là du côté je dirais de la méthode en tout cas, pour résumer. Mais l'historien doit également, au bout de ses travaux, se décider à écrire et à publier, que ce soit quel que soit son objet, que l'objet de l'historien soit un événement, que l'objet de l'historien soit thématique, qu'il soit transversal, qu'il relève de l'histoire des mentalités ou des représentations, ou que l'historien soit biographe.
compte tenu du fait, par ailleurs, que vous le savez, le biographe a eu pendant longtemps, dans les milieux universitaires, mauvaise presse, qu'il sentait un peu le fagot, et qu'il a été longtemps considéré comme une sorte de maître Jacques de l'histoire, faisant tant de choses qu'il n'en faisait aucune correctement, étant à la fois un historien de l'économie, un historien de la société, un peu généalogiste, un peu héraldiste, un peu psychologue aussi. Comme vous le savez, cet univers des sciences sociales a été pendant très longtemps tenu à distance par l'univers des historiens. À mon avis, s'agissant de la biographie, à tort, car je pense que le fil conducteur et la charpente et le squelette d'une construction biographique doit passer par la psychologie de son personnage. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et là, je dis quelque chose qui relève presque, qui est quasiment iconoclaste par rapport à ce qu'on nous a appris quand nous étions jeunes, quand nous étions petits, surtout ne pas se mettre en avant par rapport à son sujet, garder ses distances et ne pas intervenir dans l'intimité de son personnage. C'était tout de même, quand nous étions à l'école normale, c'était tout de même ce qu'on nous apprenait. Alors peut-être que le temps aidant, encore une question de temps, la bouteille venant, et on a moins peur et on intervient plus dans le sens de la psychologie, de l'intérêt entre guillemets psychologique que l'on peut apporter à son personnage. Tout cela étant dit, si nous avons la méthode d'un côté, nous avons aussi l'écriture et la production d'un récit historique de l'autre. Et le paradoxe du travail de l'historien, je dirais la quadrature du cercle du travail de l'historien, elle est là. Elle est entre ce que François Furet, qui a été un de mes maîtres, pour reprendre l'un de ses articles des années 1970, appelait histoire-problème ou histoire-récit. Qu'est-ce qu'on fait entre l'analyse et le récit? Comment produit-on de l'analyse à l'intérieur ou dans la production d'un récit qui, autant que faire se peut, doit être continu? Et alors que nous avons été des hommes de méthode dans nos recherches, dans le travail, je dirais, de classement de nos archives, nous devenons brutalement des écrivains. Et il est bien évident, s'agissant par exemple de la biographie, que la ligne droite ou la ligne qui va de la naissance à la mort de son personnage n'est pas forcément la plus intéressante, que le champ chronologique qui se contenterait de considérer que tout est contenu entre la date de naissance de son personnage et la date de mort de son personnage, est un champ chronologique parfaitement insuffisant et qu'il est absolument nécessaire de remonter en amont et d'aller du côté de la mémoire en aval de la date de mort de son personnage. Donc, produire un récit, c'est construire, et c'est construire de façon littéraire. C'est aménager du suspense, c'est faire des choix aussi, c'est considérer que autour de certaines parties de la vie de son personnage, on va mettre un éclairage plus fort que sur d'autres, précisément pour obtenir et avoir des rythmes, et faire en sorte que c'est cinématographique, si vous voulez, que la focale change en permanence, c'est-à-dire qu'on se rapproche et qu'on s'éloigne en fonction des choix que l'on a fait de son personnage. On peut avoir des rapprochements, et ces rapprochements, comme si on faisait des gros plans sur son personnage, vont donner lieu à, je dirais, la production d'un récit historique pur, où on raconte, on ne fait que raconter, et en même temps, au fur et à mesure que l'on s'éloigne par rapport à d'autres aspects de la vie de son personnage, alors dans cet éloignement, on va faire entrer de l'analyse, et on va être un peu, puisque c'est un peu comme une tragédie grecque au fond, la biographie, on va être un peu le cœur antique de la tragédie, et alors qu'on donne à entendre toutes les voix de l'histoire, à commencer par la voix de son personnage et d'autres encore, on va faire en sorte de commenter ces voix et d'être le cœur antique de ces voix. Et ça, c'est l'analyse. Et produire de l'analyse dans un récit historique, croyez-moi, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que le risque, il est toujours là, c'est de casser le récit. Et c'est d'oublier son personnage, c'est de l'avoir fait rentrer par la porte et de le laisser sortir par la fenêtre. Et le principe de la biographie, c'est précisément de ne jamais perdre de vue son personnage, quelle que soit la distance que l'on adopte par rapport à lui, que ce soit encore une fois une distance de très grande proximité, et c'est le récit, ou une distance de champ panoramique, si vous voulez, pour reprendre encore une métaphore cinématographique, et là on rentre dans l'analyse, et on commente dans l'analyse tel ou tel moment de la vie de son personnage.
Tout le monde pense, mais je vais en finir parce que je suis en train de vous produire une autre conférence que celle qu'on m'a demandé de faire, et j'en serais bien gêné vis-à-vis de Jean-Michel. Tout le monde pense que l'écriture, mais je voudrais en terminer là-dessus, parce que l'écriture biographique c'est une illusion dans les deux sens d'ailleurs. Une illusion parce que réellement c'est une illusion. Encore une fois, l'histoire est une construction, l'histoire n'est pas quelque chose de donné, mais une illusion du côté et de la part des lecteurs. Les lecteurs pensent que le récit biographique est probablement le plus simple à produire. Je peux vous dire par expérience, pour avoir commis quelques biographies, que c'est de très loin le plus compliqué, celui qui vous donne le plus d'angoisse, celui qui vous fait littéralement douter de vous-même et de votre travail, et on va voir à quel point l'archive inédite permet de de calmer ces doutes, je vous en parlerai tout à l'heure, et une écriture qui doit se donner comme une écriture simple, mais qui est en réalité une écriture extrêmement complexe, qui est illusoire, parce que au fond, ce qu'on voit dans l'écriture de la biographie, c'est tout sauf les fondations. C'est tout sauf le travail de l'historien, c'est tout sauf ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toute cette analyse que l'historien doit produire, ce classement de ses sources en fonction de leur nature, cette analyse du sujet des sources, cette analyse de temps des sources par rapport aux événements, tout ceci ne doit pas se voir dans le récit biographique, mais tout ceci doit être présent, car si tout ceci n'est pas présent à titre de fondation, le récit biographique ne fonctionnera pas, ne marchera pas, il lui manquera quelque chose et il sonnera creux, si j'ose dire, pour dire les choses de la façon la plus agréable possible. Donc voilà, je ferme cette parenthèse, mais je pense qu'on ne peut pas parler de l'archive et du plaisir de l'archive sans parler tout de même de métier et sans parler de ce qu'on peut considérer, je pense que Jean-Michel irait dans mon sens, du plaisir intellectuel. Cérébral, que peut avoir l'historien par rapport à ses sources du côté de la méthode. Et puis, il y a la méthode, mais il y a aussi les sortilèges. Alors on va rentrer dans l'univers des sortilèges maintenant, qui est peut-être sans doute évidemment le plus agréable. Je suis persuadé que s'il y a des faits qui entourent l'historien, la fait raison certainement doit être présente, mais je pense que la fait de l'intuition doit être là. Je pense qu'il n'y a pas de bon travail historique sans véritables intuitions. Je crois que l'intuition est au départ de la question que pose l'historien à son sujet. Sans intuition, la question sera mal posée et la réponse mal donnée. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et puis parmi ces faits, qui ressemblent un peu à des danseuses, qui sont un peu interlopes, parmi ces faits, il y a la fée sortilège, la fée de la chance, la fée de la providence, dirait Louis XVIII, la fée de la fortune, dirait Napoléon, car on sait tous que la fortune est la compagne laïque de la providence. Là aussi, il faut s'interroger sur le vocabulaire, bien entendu, quand on lit des archives et des sources. Et cette fée providence, moi je préfère le mot providence au mot fortune, et vous partagerez cet avis ou vous ne le partagerez pas, peu importe, mais cette fée providence, elle est essentielle. Rassembler un champ de sources. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Comment organise-t-on son champ, le champ de ses archives, c'est-à-dire l'ensemble des documents que l'on va utiliser pour produire une étude ou écrire une biographie. Bien entendu, il y a les archives publiques, les fonds d'archives publiques auxquels on peut accéder plus ou moins facilement d'ailleurs, et avec un contact malheureusement de moins en moins direct avec l'archive à cause de cette numérisation des archives qui fait que on est maintenant devant un écran et qu'on a, dans les fonds d'archives publiques, on a de moins en moins ce plaisir, quasiment sensuel d'ailleurs, du contact direct que l'on peut éprouver avec l'écriture, avec l'encre, avec le papier, avec les filigranes, avec les tampons quand il s'agit de lettres qui sont conservées avec leurs enveloppes. Tout ceci, malheureusement, et je parle là aux jeunes historiens qui de plus en plus auront affaire aux écrans, à la numérisation et de moins en moins à l'objet archivistique, c'est-à-dire
les mémoires ou les lettres ou le journal en papier, l'original. Et puis à côté des fonds d'archives publiques, il y a l'immensité des fonds d'archives privés. Croyez-moi, dorment et dormiront encore longtemps des millions et des millions de lettres dans les greniers ou dans les bibliothèques parisiennes ou françaises ou européennes de notre génération, et je pense des générations qui vont suivre. Ce champ des archives privées est immense. Et comment y accède-t-on? Alors, on commence à rentrer un peu dans le sujet. Et là, on va revenir un peu à la méthode. Lorsqu'on a affaire, par exemple, à un personnage, lorsqu'on mène l'enquête du côté de la biographie, en biographe, on découvre progressivement l'existence de réseaux entre son personnage et d'autres de ses contemporains avec lesquels il a été en relation. Et on est amené à se poser la question de savoir, lorsqu'on ne les trouve pas dans les archives publiques, s'il n'a pas existé des correspondances entre le personnage sur lequel on mène l'enquête, si j'ose dire, et les personnages secondaires avec lesquels notre personnage principal a eu affaire. Et là, on se pose la question de savoir comment on va, ce sont ces fameuses traces dont je parlais tout à l'heure, comment on va pouvoir mettre la main sur ces correspondances. La méthode la plus simple, et je dirais qu'elle est presque enfantine, c'est la méthode généalogique. C'est tout simplement de remonter et de descendre des généalogies et d'essayer de trouver s'il existe des descendants des personnages secondaires qui ont eu affaire avec son personnage principal et qui auraient pu recevoir des lettres de sa part ou lui écrire des lettres. Et là, il n'y a pas d'autre méthode que celle-là, en tout cas je n'en ai pas trouvé d'autre. Lorsqu'on tombe par chance sur une généalogie continue et un contemporain descendant de ces personnages qui existent encore, c'est de prendre sa plume, d'écrire une belle lettre, aussi aimable et aussi séduisante que possible, et de lui demander si par hasard, j'en vois quelques-uns qui sourient car ils ont été dans ce cas-là, et de lui demander si par hasard et par miracle, il ne posséderait pas des fragments de correspondance continue ou discontinue du personnage sur lequel on travaille. La plupart du temps, on n'a pas de réponse. Quelquefois, on a des réponses négatives, et très rarement, mais ça peut arriver, on a des réponses positives. Et là, c'est là que commencent et que se font les découvertes. Ce sont souvent d'ailleurs des moments qui ressemblent singulièrement. On est presque du côté du roman d'aventure, là, qui ressemble singulièrement à ce qu'on pourrait appeler une sorte de chasse au trésor. Car ces découvertes peuvent être habitées par la déception, mais aussi habitées par des découvertes et des enthousiasmes et des bonheurs absolument inimaginables du point de vue, vous savez, quand on parle d'archives, le sang de l'historien bouillonne, et on peut faire des découvertes absolument étonnantes. Ceci demande de la persévérance, ceci demande une certaine rationalité, une certaine organisation, et ceci demande de la patience, et ceci demande aussi du temps, car bien sûr ces archives peuvent être dispersées aux quatre coins de l'Europe, et que encore s'agit-il, alors on peut obtenir dans des cas de figure de personnes particulièrement bien disposées des photocopies qui vous sont envoyées, ou des disques, maintenant des CD ou des DVD qui vous sont envoyés, mais la plupart du temps la meilleure solution est d'aller sur place, et donc ça demande, l'historien voyage dans le temps, mais il voyage aussi dans l'espace, en géographe qu'il est aussi peut-être, et ça demande le temps d'aller voir ce qu'il en est de ces fonds
dont on ne sait pas encore ce qu'ils sont, qui sont en général dans le cadre de propriétaires d'archives privées assez mal classés. Les inventaires n'existent pas. Parfois, ils ont été faits, quand il s'agit de fonds importants, ils ont été faits par des archivistes, des chartistes d'ailleurs, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Ce sont forcément et souvent des classements et des inventaires qui demandent à être mis à jour. Donc on y va un peu, là on parlait de Bibo tout à l'heure, on y va un peu au hasard dans ces fonds-là. Quelquefois d'ailleurs on donne un coup de main aux propriétaires des archives et on essaye, autant que faire se peut, et dans la mesure du temps dont on dispose, on essaye de leur réorganiser ces sources, leurs sources. Entrer dans un fonds d'archives privées et inédites suppose aussi et lève une question qui est une question morale. On entre dans une famille, et on entre dans une famille qui elle-même vit dans un univers de représentation, dans un univers quelquefois de fantasme familial, qui la plupart du temps n'a pas lu les lettres ou les correspondances ou les rapports qu'elle possède, et a une vision, une idée plus mémorielle qu'historique du personnage dont elle descend. Et on arrive là, au fond, non pas du tout en redresseur de tort, l'historien n'est pas là pour faire de la morale, c'est encore une phrase de François Furet, et j'y souscris absolument, mais on arrive là un peu en iconoclaste, en briseur de miroir. Très souvent, lorsqu'on vous accueille et lorsqu'on vous met à disposition un fonds qui n'a jamais été vu par personne, on va avoir évidemment une lecture de ce fonds qui n'est pas du tout celle de la famille qui le possède, et on va l'analyser et en donner un récit qui n'est pas conforme au récit familial qui se transmettait de génération en génération dans cette famille. Il m'est arrivé d'avoir provoqué des déceptions, sinon des colères. Il y a un vrai problème moral, et maintenant à chaque fois que je peux disposer d'archives privées, je préviens les propriétaires des archives, je leur dis, le travail de l'historien n'est pas un travail de commémoration ou un travail mémoriel, c'est un travail qui relève de l'histoire, et je vais peut-être donner un point de vue de votre ancêtre qui n'est pas le point de vue dont vous avez hérité et dans lequel vous vivez. Et donc attendez-vous peut-être à des surprises, car avant que je ne dise ça, dans les années précédentes, et notamment pour les 100 jours dans le fonds d'archives extraordinaire qui est le fonds Blacas, qui se trouve maintenant au château d'Ussé sur les bords dans la vallée de la Loire, le portrait que j'ai dressé dans ce livre 100 jours, la tentation de l'impossible, de Casimir de Blacas, qui, comme vous le savez, était le favori de Louis XVIII et le ministre de la maison du roi, n'était absolument pas le portrait auquel les descendants de Casimir s'attendaient. Et compte tenu de l'extrême politesse qui était la leur, je n'ai pas eu de récrimination, mais j'ai senti, et j'en ai éprouvé d'ailleurs une certaine gêne, une certaine douleur, j'ai senti une profonde déception de leur part. Donc il y a cet écart-là auquel il faut penser dans les rapports que l'on va entretenir, car après tout, ces familles prennent de leur temps, vous ouvrent leurs archives, vous font confiance dans un sens. Il ne faut pas trahir leur confiance. Et il y a toute cette dialectique-là entre l'honnêteté et l'humilité de l'historien par rapport à ses sources d'un côté, et les rapports qu'il peut entretenir avec les propriétaires de ces sources de l'autre. Je vous avais parlé de quadrature du cercle ou de grand écart à propos de l'écriture biographique. Là aussi, on est dans une forme de quadrature du cercle à laquelle il faut penser en permanence. Et puis il y a aussi les conditions matérielles du travail de l'historien dans ces fonds d'archives inédites et dans ces fonds privés. Là, je peux vous donner quelques exemples que j'ai vécus personnellement, qui sont absolument évidemment, même je ne veux jeter la pierre à personne, mais ces fonds d'archives ne sont pas
toujours conservé dans les meilleures conditions. Il m'est arrivé, toujours pour les 100 jours d'ailleurs, il m'est arrivé de me retrouver dans la vallée de la Loire, mais dans un autre château, et je vais le nommer, qui est le château de Brézé, c'est un endroit viticole bien connu, qui appartenait à l'époque à monsieur de Colbert, qui descendait des Dreux-Brézé, et qui avait chez lui un fonds absolument extraordinaire de 200 cartons au chiffre de la maison du roi, qui étaient toutes les archives des Dreux-Brézé père et fils. Le fameux Dreux-Brézé de la journée de la tentative de révolution royale de Louis XVI, de la journée du 21 juin 1789, salle des menus plaisirs, lorsque Dreux-Brézé vient annoncer que les députés du tiers doivent quitter les menus plaisirs et que Bailly se tourne vers Mirabeau et demande « mais est-ce qu'il faut se découvrir ?» car on sait très bien que le fait de se découvrir ou de ne pas se découvrir devant le représentant du roi avait une importance symbolique et protocolaire et d'étiquette absolument fondamentale. Et Bailly finit par dire, après tout, nous représentons la nation, nous avons prêté serment la veille, le 20 juin, salle du Jeu de Paume, que nous étions l'Assemblée nationale, nous autres députés du tiers, et nous ne nous découvrirons pas. Et Dreux-Brézé dit ce mot que personne n'a retenu. Là aussi, les réfractions dans l'histoire sont intéressantes. Il dit et ça, je l'ai retrouvé dans ce fonds d'archives, il dit à Bailly, merde. Le merde dont on se souvient, c'est le merde de Cambronne à la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Le merde de Dreux-Brézé, qui était le grand maître des cérémonies de Louis XVI et qui venait de la part de Louis XVI demander, intimer aux députés du tiers de se retirer de la salle des menus plaisirs, qui est un merde royal, n'a pas été retenu par l'histoire. C'est intéressant de voir du point de vue des représentations, du point de vue de la mémoire, comment les choses évoluent dans le temps. Je reviens à ce fonds d'archives. Il y avait là quelques 150 à 200 cartons qui étaient les archives personnelles des deux générations des grands maîtres des cérémonies de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Un fonds absolument extraordinaire qui depuis d'ailleurs a été réorganisé et est mieux protégé. Mais à l'époque où j'en ai pris connaissance, c'était j'ai publié les 100 jours en 2008, donc ça devait être en 2006. Ce fonds était conservé, je ne sais pas si vous connaissez le château de Brézé, c'est un château qui comporte des parties médiévales du XVe et du XVIe siècle, et autour de la cour, vous avez d'anciennes salles d'armes, qui sont des salles du XVIe siècle, avec des murs d'une épaisseur de quasiment 2 mètres ou 2 mètres 50. Je suis arrivé là à la fin du mois de mars, je me souviens, le climat était assez peu clément, et quand je suis arrivé à Brézé, on m'a indiqué, monsieur de Colbert m'a indiqué l'endroit où se trouvaient les archives. Et les archives se trouvaient dans l'une de ces salles antiques, enfin antiques entre guillemets, du XVe siècle. Il faisait une température à peu près de 8 à 9 degrés là-dedans. Et je me souviens que au bout, très gentiment, monsieur de Colbert m'avait dit, mais je vais vous mettre un petit chauffage électrique. Tu penses que le chauffage électrique, au bout de 8 heures de station assise, ne servait absolument à rien. Et je me suis surpris, ces archives étaient absolument grisantes et passionnantes. Évidemment, je n'ai pu faire que des sondages, j'y suis resté à peu près 15 jours, mais je me suis surpris, au bout de quelques jours, à travailler avec des gants. Je prenais mes notes parce que je n'aime pas du tout prendre des photos avec des appareils. Je trouve que la prise de notes sur des archives, c'est déjà un premier travail de réflexion, c'est déjà un premier travail de sélection, c'est déjà un premier travail intellectuel dans l'interprétation que l'on va avoir de sa source. Moi, je considère que la prise de notes sur archives, alors je suis très vieux jeu, après tout, j'ai plus de 50 ans, je sais que la jeune génération des historiens n'opère pas comme ça, mais je trouve que prendre des photos à tire-larigot et ensuite avoir tout ça chez soi, et puis justement, précisément, avoir cette fois à lire ces archives sur écran alors qu'on a le plaisir, la chance de pouvoir les avoir en version papier, c'est trop dommage. Et puis intellectuellement, je trouve ça beaucoup plus efficace de prendre des notes, car on sélectionne
par rapport aux questions que l'on pose à son archive. On commence déjà à sélectionner dans sa prise de notes, et je trouve ça très important. Donc voilà une anecdote parmi beaucoup d'autres que je pourrais vous citer. Il m'est arrivé de me retrouver, je dois vous dire, dans des positions souvent très inconfortables dans ces fonds d'archives. Pour Fouché, je me souviens m'être retrouvé dans les greniers du collège oratorien de Juilly, qui se trouve en Seine-et-Marne, dans la région parisienne. Alors là, c'était vraiment un grenier à la Brasillac, si j'ose dire, un grenier qui regorgeait d'instruments scientifiques du 19e siècle, le grenier des souvenirs, et dans ce grenier se trouvait, dans une petite pièce à part, toutes les archives du collège de Juilly depuis 1750. C'était absolument incroyable, avec la liste de tous les élèves, et donc là j'ai retrouvé pas mal de choses sur Fouché, mais on est quelquefois dans des endroits surprenants, dans des endroits parfois oniriques, on peut le dire, et là on est vraiment, puisque c'est le thème de notre causerie de ce soir, on est vraiment dans le plaisir de l'archive inédite. Alors, je vous ai parlé de la méthode, une méthode aussi rationnelle que possible, qui conduit l'historien, à force de raisonnement, quelquefois, à faire des découvertes d'archives inédites. Mais maintenant, je vais vous parler, pour terminer, des sortilèges. Car on a beau se donner du mal, on a beau être aussi méthodique que possible, quelquefois, ces fonds d'archives privés vous tombent sur la tête de façon absolument inopinée et sans qu'on s'y soit attendu. Et je vais vous raconter l'histoire que Jean-Michel voulait vous raconter tout à l'heure. C'est pour ça que je lui ai prié de se taire, mais avec beaucoup de bienveillance et d'amitié, bien entendu. Mais c'est probablement l'histoire la plus extraordinaire qui m'est arrivée. Car il faut savoir, et ceci vous arrive peut-être plus souvent lorsque vous avez déjà quelques bouquins derrière vous. Quand vous avez quelques livres derrière vous, quelquefois vous avez la chance d'être lu, et il vous arrive, c'est comme des trésors qui remonteraient de la mer jusqu'à la surface des eaux. Il vous arrive, on vous écrit pour vous dire j'ai lu votre Talleyrand, il se trouve que je descends de telle ou telle personne, et j'ai dans mes collections telle lettre ou tel objet que j'aimerais vous montrer. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai publié en 2006, à la suite de la première édition de 2003, un Talleyrand augmenté, et puis à nouveau un petit essai qui s'appelle Dernière nouvelle du diable, qui n'est fait de petits chapitres qui ne sont construits qu'autour de ces archives qui me sont revenus comme seul écho répondit à ma voix, comme dit le proverbe, mais comme un écho de la part des lecteurs qui m'écrivaient, me téléphonaient. À l'époque, on écrivait plus que maintenant, pour me dire qu'ils étaient en possession de certaines pièces. Donc ça peut provoquer quelquefois des événements tout à fait étonnants. Et cet événement, je vais vous le raconter. J'étais en train de travailler sur Fouché. Fouché me posait d'énormes problèmes. Fouché, le ministre de la police de Napoléon, le terroriste, le mitrailleur de Lyon, enfin vous le connaissez, l'homme qui naît en 1759 et meurt en 1820, l'homme dont Napoléon disait comment voulez-vous avoir confiance dans un homme qui un jour fouille dans votre lit et l'autre dans votre portefeuille. Vous le connaissez, ce Fouché, nous le connaissons. Ce Fouché avait cette particularité, je vous ai parlé de ses rapports au temps, il avait une particularité qui est aussi celle de ses silences. Talleyrand, en très grand amateur distingué qu'il était, a brûlé quelques-unes de ses lettres quand les cadavres sortaient un peu trop brutalement du placard. Je pense aux lettres qu'il avait commises, qu'il avait écrites à Bonaparte autour de l'affaire du duc d'Enghien en mars 1804. Talleyrand brûle, je dirais, avec parcimonie, pour éviter encore une fois que les cadavres ne sortent, mais pas de façon systématique. Fouché, lui, a brûlé des pans entiers de correspondance de façon systématique, en très grand policier qu'il a été. Où sont ses lettres à Robespierre, alors qu'on connaît les relations qu'il entretient avec Robespierre depuis Arras en 1787 jusqu'au combat final à mort entre les deux hommes qui conduira finalement Robespierre sur l'échafaud en Thermidor en deux, mais où sont ces lettres? Je n'en ai trouvé aucune. Où sont les lettres entre guillemets privées de Fouché à Bonaparte puis à Napoléon? J'ai dû mettre la main sur une trentaine ou une quarantaine de lettres. Il a dû en exister des milliers. On sait que Fouché
à intervalles réguliers au cours de sa vie, a brûlé des pans entiers d'archives. Il a commencé par brûler tout ce qui pouvait le compromettre dans sa mission comme conventionnel en mission à Lyon en 1793, en 1794, car il avait évidemment des relations d'amitié avec les Thermidoriens après la chute de Robespierre. Donc il a pu se cacher derrière Collot d'Herbois. Collot d'Herbois est jugé par le tribunal révolutionnaire et envoyé en Guyane en 1795, qu'on appelle la guillotine sèche. Il n'en réchappe pas d'ailleurs, il en meurt l'année suivante en 96, et Fouché sort absolument blanc comme linge de la contre-révolution thermidorienne de 95 et 96. C'est parce qu'il connaissait Courtois, qui était l'homme qui possédait les papiers des procès révolutionnaires, et que grâce à Courtois, il a pu extraire de ces papiers des lettres, notamment des lettres qu'il envoyait de Lyon à la Convention et au Comité de salut public, qui le compromettaient un peu trop. Autre phrase d'ailleurs de Bonaparte qui montre bien la méthode de Fouché, cet homme qui met ses pieds sales dans les souliers de tout le monde. Eh bien, c'est ça Fouché, c'est des amitiés montagnardes et jacobines, mais aussi des amitiés thermidoriennes et contre-révolutionnaires en 1795-1796. Ceci permet évidemment, prenons-en de la graine s'agissant de nos hommes politiques contemporains, ceci permet de se recomposer à sa façon et d'échapper, je dirais, aux réactions, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses au cours de cette période de 1789 à 1815. J'avais donc des pans entiers de la vie de Fouché qui étaient des pans silencieux, c'était des terres vierges inexplorées, et que je pensais ne pouvoir jamais explorer. Et j'avais dans ces manques, parmi ces manques, des manques de correspondance, et surtout de correspondance intime. Je n'avais pas le Fouché de l'intimité, il me manquait terriblement. Et n'ayant pas le Fouché de l'intimité, c'est-à-dire des lettres à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses très proches, à Gaillard, Maurice Gaillard qui a été son compagnon de toujours, n'ayant pas ces lettres de l'intimité, je n'avais pas le nœud psychologique du personnage. Je ne le saisissais pas, je ne le saisissais qu'à demi, et il m'était encore étranger. Dieu sait qu'il m'était étranger au départ, mais je n'arrivais pas, pour dire les choses, à le pénétrer. Et un beau soir, c'était donc la biographie de Fouché est sortie en 2014, c'était en 2011 ou 2012, un beau soir alors que j'étais en train de travailler, le téléphone sonne, c'est un téléphone à fil, moi j'ai pas de portable, et donc c'est mon vieux téléphone bien relié par un bon fil à une bonne prise, qui sonne, je décroche, et une voix féminine de l'autre côté de l'appareil, au bout du fil, qui se présente, que je ne connais pas, et qui de but en blanc, de façon d'ailleurs assez surprenante pour moi, me parle de son père et de la mort de son père. Elle me dit, écoutez, je dois vous dire quelque chose, j'ai perdu mon père il y a quelques mois, et avant de mourir, mon père m'a dit, appelle Emmanuel de Varesquiel, car, ouvrez les guillemets, nous avons des archives. Ce monsieur avait lu la biographie que j'avais écrite sur Talleyrand, il avait prévenu sa fille, demandé à sa fille de m'appeler. Qui était ce monsieur, qui était cette dame? C'était les descendants d'une grande famille de notaires parisiens, grands notaires parisiens au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, famille que je ne nommerai pas, et il s'avère que ces fameuses archives qui concernent Fouché et qui comportaient quelques 15 cartons, vous savez, de ces vieux cartons qu'on aime en moleskine verte, absolument bourrés de papier jusqu'à la gueule, ces archives étaient possédées par cette famille, non pas grâce à Fouché, le personnage sur lequel j'avais travaillé, le ministre de la police de Napoléon, mais grâce à son fils. Son fils, qui s'appelait Joseph comme le père, appelons-le Joseph II, peut-être à cause de la statue du commandeur, peut-être à cause de l'ombre portée de son père, a mené une vie diamétralement opposée à celle différente de celle de son père. Son père
amassé une immense fortune, une fortune immense, comme dirait encore Talleyrand, et son fils l'a dépensé. Son fils a mené, alors que son père a mené une vie extrêmement austère, d'une très grande fidélité à sa femme, son fils a mené littéralement une vie de bamboche sous la monarchie de Juillet, en coursant les petites danseuses de l'opéra, poursuivi littéralement par ses créanciers, étant obligé de se réfugier à Guernsey dans les années 1840, et probablement négociant à la fin de sa vie, dans les années 1860, des remises de dettes contre des remises d'archives qu'il possédait de son père. Et c'est comme ça que ces archives se sont retrouvées dans cette famille de notaires parisiens. Je vous raconterai la première fois où c'était, pour dire l'endroit, c'était à Louvciennes, donc dans la région parisienne. La première fois où je suis arrivé là, c'était un jour de novembre, un jour pluvieux, une petite rue perdue dans les quartiers grands bourgeois de Louvciennes. J'ouvre un grand portail en fer qui grinçait un peu et je pénètre dans un jardin, un immense jardin, à demi abandonné. Au fond de ce jardin, on distinguait une grande villa en pierre meulière. Vous savez, un peu de ces villas à la Modiano. Ça m'a fait penser immédiatement au roman de Modiano, Villa Triste. C'était exactement ça. Et j'ai passé la première journée de découverte de ce fonds comme on vivrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une chasse au trésor. Car ce fonds d'archives n'était pas rangé et même les cartons n'étaient pas rassemblés. Alors on trouvait qu'il y a un carton sous un lit, et puis un autre carton au fond d'une armoire, et puis un troisième carton en haut d'une armoire. Toute la journée a été consacrée à cette espèce de chasse au trésor où, pour commencer, j'ai rassemblé l'ensemble de ces cartons avant de les ouvrir, de les travailler, de les exploiter. Et dans ces archives, il y avait deux fonds qui ont été comme un espèce de déclic dans le travail que je menais sur Fouché. Le premier fond, c'était que pour la première fois, j'étais face à face, j'avais dans mes mains des lettres intimes et privées de Fouché, des lettres de Fouché à sa femme, Bonne Jeanne Coicot, qu'il épouse alors qu'il vient d'être élu à la Convention nationale en septembre 1792, et des lettres à ses enfants. Il a eu 3 fils, dont ce Joseph dont nous avons parlé, et une fille, et ces lettres me faisaient découvrir un autre Fouché, absolument comme si j'avais affaire à des poupées russes, vous savez, comme si je n'avais vu jusqu'alors que la poupée extérieure, la poupée du Fouché machiavélique, du Fouché de la violence et de la raison d'État, du Fouché absolument dépourvu d'affect lorsqu'il a à mener la violence d'État, du Fouché qui ment 3 fois par jour, comme disait Réal. J'ouvre la grande poupée russe et je tombe sur une petite poupée d'un Fouché diamétralement différent. Et on mesure là toute l'ambivalence du personnage, d'un Fouché littéralement pourri d'amour pour ses enfants. J'avais eu affaire jusqu'alors à l'inspecteur Javert, pour prendre un épigone de Fouché dans Les Misérables de Victor Hugo, et j'étais brutalement devant le père Goriot, devant un homme qui était sous la coupe de ses enfants, sous la domination de ses enfants, dans un rapport d'amour absolument extravagant avec ses enfants. Et là, j'ai commencé à comprendre, grâce à ces lettres, qui pouvait être ce Joseph Fouché, terroriste en 93, fondateur et constructeur de l'État moderne dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, et ministre de la police de Napoléon. Et puis il y avait un deuxième fond qui là m'a donné des éclairages étonnants sur précisément cette construction de l'État qui a été celle de Fouché, autour de la construction de l'appareil policier moderne tel qu'il apparaît entre les dernières années du directoire et les premières années du consulat. C'était les fonds secrets de la police. J'avais entre les mains tous les fonds secrets depuis 1798 jusqu'en 1806. Qu'est-ce que c'était que ces fonds secrets? C'était précisément les fonds que personne ne voyait et dont personne n'était au courant, sinon Bonaparte, c'est-à-dire 80% à peu près du budget de la police, tout ce qui n'était pas donné à discuter au corps législatif, tout ce qui relevait de ce qu'on appellerait aujourd'hui les caisses noires. Et comment ces fonds étaient-ils alimentés? Et c'est là le trait de génie incroyablement machiavélique de Fouché, c'est de se dire, au moment où il entre au ministère de la Police en 1799, de se dire,
puisqu'il faut recruter des réseaux, il faut recruter des agents doubles, et que le ministère de la Police, qui est de création récente, qui date de 1796, est très démuni, le fameux nerf de la guerre, comme dirait Thucydide. Il faut de l'argent. Comment obtenir cet argent? En exploitant les vices des Français. Et comment exploiter les vices des Français? En donnant le monopole des jeux à un fermier général des jeux, qui récoltera l'ensemble des recettes des jeux sur l'ensemble du territoire de la République. Il y avait quelques 150 maisons de jeux réparties entre Paris et les grandes villes de la République française. Et en échange de ce monopole des jeux, le fermier sera tenu de reverser la moitié des recettes dans des caisses noires au bénéfice du ministre de la Police, ce qui évidemment profitera aussi à Fouché directement. En Seine-et-Marne, alors qu'il venait d'acheter quelques 2000 hectares de forêt autour de Ferrières, on avait l'habitude de dire, lorsqu'on entendait parler d'un complot, on se disait « Tiens, Monsieur Fouché va acheter une ferme ». Donc voilà, c'est une anecdote, je ferme la parenthèse, mais en tout cas cet ensemble de contes m'a été incroyablement utile. Il m'a été utile non seulement par les chiffres qu'il recelait, c'est-à-dire les attributions de telle ou telle partie de ces comptes à telle ou telle direction du ministère, mais j'avais aussi des noms. Et grâce à ces archives, j'ai pu réaliser l'incroyable continuité du personnel issu des comités de la Révolution, des comités de la Convention, grâce à Fouché, sous la protection de Fouché, en mission dans les départements ou en mission de surveillance dans les faubourgs parisiens, continuité du personnel révolutionnaire, sous le directoire et du personnel montagnard, sous le directoire, sous le consulat, sous l'Empire, et ça va vous faire rire, jusque sous la Restauration, jusqu'en 1815 et jusqu'au début de la Seconde Restauration. Et là, évidemment, on a des données, j'ai eu des données que je n'aurais jamais pu avoir sans cette extraordinaire découverte, sans ce sortilège qui m'est tombé sur la tête et qui avait pris l'aspect de ce coup de téléphone. Voilà, je vais en finir là, car il y a évidemment d'autres expériences personnelles que j'ai eues dans ces fonds d'archives privés, mais je pense que celle-là est probablement la plus parlante, et je vous remercie de votre attention. Merci à Emmanuel de Varesquiel pour sa magnifique conférence, et plus encore passionnante, plus encore passionnante que magnifique. J'aurais pour ma part plein de choses à dire aussi, mais je crois que c'est plutôt à vous de prendre la parole tout de suite sur les questions que vous souhaiteriez lui poser, à la fois sur les premiers problèmes. Dire un mot de ça aussi. Le problème de la biographie, et le second qui était celui de la découverte inopinée du papier nouveau. Je vous écoute. Simplement, Emmanuel, lorsque vous parlez de l'intuition, je repense à Augustin Thierry, quand même, historien qui a un peu révolutionné l'histoire. Il était aveugle à la fin de ses jours, et il a envoyé ses étudiants avec une intuition extraordinaire en disant « allez dans telles archives, allez interroger les gens », et c'est là que vous allez trouver des solutions. C'est un exemple d'intuition fabuleux. Oui, l'intuition, ça sent un peu le fagot, parce qu'encore une fois, ça ne relève pas vraiment de la méthode. Mais je pense que c'est incontournable. Je pense que l'intelligence de l'histoire passe par la pertinence de l'intuition. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, une autre chose, je voulais faire un témoignage dans l'autre sens. Des gens qui possèdent des archives et qui les redécouvrent. C'était le cas qui m'est arrivé, donc je n'aime pas parler de moi, mais c'est quand même vrai. En Loir-et-Cher, que vous connaissez, j'ai des archives familiales, la légende, parce que là aussi il faut faire attention aux légendes familiales. Oui, c'est ce que j'ai évoqué. Oui, bien sûr. La légende disait que les Allemands avaient brûlé tout ça lorsqu'ils ont occupé la maison. Bon, pourquoi pas, donc je suis parti, quand j'ai repris la propriété, je suis parti de ce postulat. Et un jour, j'ai trouvé dans les communs une lettre par terre, au milieu de la paille,
du duc de Rivière qui invitait une grand-mère de l'époque, la femme du secrétaire général de la préfecture de police, du reste sous Charles X, à une réunion de dames d'œuvre au pavillon de Marsan avec la duchesse de Berry. Je me suis demandé d'où c'est venait, et en remontant un petit escalier dans lequel je n'étais jamais entré, dans une chambre de cocher, il y avait un tas énorme d'archives. Ça commence souvent comme ça. Voilà, un tas. Bon, ces archives sont maintenant déposées aux archives du Loir-et-Cher. Alors, oui, ça me permet de faire une petite parenthèse, et je le dis souvent aux propriétaires d'archives privées, si vous sentez que vous n'avez pas ni l'énergie, ni la volonté, ni les moyens d'une conservation honnête de ces archives, n'hésitez pas à les déposer au fonds AP des archives départementales, car vous en gardez la propriété éminente et vous aurez en échange un inventaire qui sera sérieusement mené par les services des archives départementales et des méthodes de conservation qui seront convenables et qui permettront à ces archives de perdurer. Car vous parliez de tas tout à l'heure. Quelquefois, en effet, je suis tombé sur des fonds d'archives qui étaient conservés dans des conditions plus que douteuses, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je voudrais vous dire un dernier petit mot avant une autre question. J'ai complètement oublié de vous parler de ça. Un de mes grands plaisirs de découverte d'archives, c'était, je vous ai beaucoup parlé de fonds privés, mais c'était dans le fonds des archives diplomatiques, des archives du Quai d'Orsay. Avant que ces archives ne soient déposées à la Courneuve, elles étaient, comme vous le savez, à côté de l'hôtel du ministre des Affaires étrangères, que l'on appelait à nos époques des relations extérieures, Quai d'Orsay. En 2000, avec l'un de mes éditeurs, qui est en l'occurrence une éditrice, Sophie de Sivry, édition de l'Iconoclaste et des Arènes, avec son mari Laurent Beccaria, nous avions eu l'idée de demander au conservateur des archives du Quai, qui est un ministre plénipotentiaire, si nous n'aurions pas pu inventer une sorte de parcours buissonnier dans les archives du Quai. Nous avons eu une réponse favorable et nous avons pu faire ce livre qui vient de ressortir là il y a quelques jours, qui s'appelle Quai d'Orsay, 5 siècles d'histoire et de diplomatie. Nous avons sélectionné 300 pièces d'archives et nous avons demandé, j'ai demandé comme directeur de ce livre, directeur scientifique de ce livre, à des historiens de les analyser, de les commenter, mais pas seulement de commenter le contenu, mais aussi de commenter l'histoire même de cette pièce d'archive, car l'archive en elle-même a une histoire, par exemple, et les découvertes qu'on a pu faire, qui n'étaient pas forcément des découvertes, mais les conditions dans lesquelles j'ai pu travailler, la seule fois de ma vie, dans ces fonds du Quai d'Orsay, étaient absolument merveilleuses, parce que les archivistes m'avaient laissé libre de circuler dans les 80 km de rayonnage des archives du Quai d'Orsay, absolument tout seul, inventaire en main, et j'ouvrais les cartons comme ça. Enfin, ça a été un moment exceptionnel, et ouvrir un carton en sachant à peu près ce qu'il y aura dedans, et tomber sur les cartes qui ont été dressées dans le wagon de Rotonde dans la nuit du 21 au 22 juin 1940 de la ligne de démarcation, où on voit les différents tracés qui sont proposés par Hutzinger et Noël et qui ne sont pas acceptés par les Allemands, et on voit la ligne de démarcation évoluer sur cette même carte. C'est absolument fascinant, et on a retrouvé comme ça des pièces d'archives merveilleuses. Et là, ça a été, puisqu'il s'agit du plaisir des archives, alors pas forcément inédite, mais du plaisir des archives tout court, ça a été un immense plaisir que cette déambulation dans les couloirs des rayonnages du Quai d'Orsay. Voilà, c'est un livre évidemment collectif, mais qui donne bien le climat de ce que possède le Quai d'Orsay, et de cette histoire, de ces relations tumultueuses de la France et du monde depuis le XVIe jusqu'à nos jours. Je vous laisse poser encore vos questions. Oui, si vous permettez, mon nom est Michel de Guilbon. Je voulais juste apporter un tout petit témoignage pour amener de l'eau au moulin de Pierre de Bizemont et de vous-même. Ma famille dispose d'archives qui étaient entreposées dans une propriété qui est habitée par la branche aînée depuis 1555 sans discontinuer, transmis par les hommes, donc sans changer de nom. Nous avons pensé prudent de déposer les archives aux archives de l'Oise, et nous avions entre autres pris conseil de Pierre pour négocier le contrat de dépôt
avec les archives qui ne voulaient pas les prendre en dépôt au début, qui voulaient devenir propriétaires des archives. Bon, ça a mis plusieurs mois. Enfin, on a trouvé un accord satisfaisant. Et cette année, la propriété a brûlé pratiquement intégralement. Ce dépôt a été fait il y a 3 ans ou 4 ans, donc les archives sont sauvées, mais les tableaux de famille sont partis en fumée. Mais ça démontre le bien fondé de cette démarche. Et d'ailleurs, les archives... les fonds d'archives départementales peuvent brûler aussi. Oui, tout à fait. C'est quand même plus sûr. Et les archives de l'Oise, d'ailleurs, inaugurent la semaine prochaine une exposition sur les fonds privés qui ont été déposés chez eux depuis 15 ans. Ah oui, ça c'est vraiment une belle initiative. Et je n'ai pas dit à propos de 2 choses, à propos des archives privées. Il existe une association de propriétaires d'archives privées, vous la connaissez. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que les successions, en ce qui concerne les archives, il faut le savoir, et c'est pour ça que j'invite de plus en plus les propriétaires à déposer leurs archives indivises aux archives départementales, parce que les successions sont de plus en plus compliquées, parce que les familles découvrent quand même que ces archives peuvent avoir une certaine valeur, et comme je dirais la valeur des successions, le code civil aidant, diminue génération après génération, les archives qui, comme vous l'avez très bien dit, traditionnellement allaient à l'aîné de la famille ou à celui qui pouvait les conserver dans les meilleures conditions. J'ai connu des fonds d'archives qui ont été récemment divisés entre les différents membres de la famille, et ça c'est catastrophique. Catastrophique. Il faut absolument éviter ça. Et c'est un risque de plus en plus prégnant, évident. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence.